Bonjour à tous. Donc là, on va parler de données et innovation. Donc moi, c'est Cédric Guyot, je suis cofondateur d'Agricoli. Et on est tous les trois, donc vous avez la chance d'avoir trois, ou même tous les quatre acteurs du co-farming, donc de start-up qui proposent des solutions pour les agriculteurs. Sur la donnée, ce que je vous propose, c'est de partager un peu avec les experts. Donc on a aujourd'hui Héloïse Gilles, j'allais dire Agatha Consent, mais c'est surtout Fast, l'entreprise. C'est ça, merci. On a également Lucas, donc de KP4. Exact. Et enfin Anaël, donc de FarmLeap, mais également le président du co-farming. Bonjour à tous. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, parce que la donnée, la data, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours, structurer la donnée, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Mais dans le monde agricole, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu ? Est-ce qu'il y a des acteurs français qui peuvent faire la différence ? On peut commencer par exemple par Anaël. Pourquoi la data et quel est l'enjeu pour nous demain, pour notre alimentation ? Alors déjà, il y a un enjeu fort qui est de gagner en performance. Souvent, on pense à la donnée soit comme une contrainte, soit sur des problématiques informatiques. Mais la vraie problématique, c'est le gain de performance, que ce soit une performance technique, économique ou environnementale, grâce à de l'identification de marge de progrès. En fait, en comparant les données, il y a un enjeu pour les coopératives, les partenaires des agriculteurs, pour fluidifier, faciliter la relation avec les producteurs au quotidien sur le terrain, pour vraiment gagner en performance au quotidien. Par exemple, pour passer vers la certification HVE, la haute valeur environnementale, on commence à en entendre parler un tout petit peu. Le fait de fluidifier, de partager la donnée efficacement, que ce soit entre systèmes d'information ou entre personnes ou entre membres de la chaîne de valeur, on peut faire des gains de productivité de 25 à 50% sur cette contrainte. Donc, on peut aller plus vite sur la transition agroécologique et le faire savoir auprès du consommateur grâce à la data. Idem, on peut avancer vers le côté carbone, sur le côté climat, là aussi en faisant des gains de productivité forts pour réussir à avoir cette transition bas carbone en agriculture. Donc ça, c'est un enjeu vraiment essentiel pour demain. Là, on parle de productivité, mais Héloïse, on ne peut pas aussi apporter quelque chose sur la recherche ? Oui, tout à fait. En fait, avec la donnée, il y a la productivité individuelle, la productivité d'une filière, et il y a aussi globalement tout le progrès en commun qu'on peut faire ensemble. Si justement cette donnée, on la fait circuler sur toute la chaîne de valeur, si on la partage, si on peut la croiser avec d'autres sources de données, si on peut la concaténer, créer de nouveaux indicateurs qui vont permettre justement de progresser ensemble. La recherche, c'est un exemple. Dans la R&D, pour développer un nouvel outil, pour s'améliorer, si on n'a pas assez de jeux de données, si on n'a pas assez de données, ça ne va pas marcher et on ne pourra pas innover ensemble. Un autre exemple, peut-être pour illustrer dans le monde de l'élevage, nous, chez FAS, on travaille dans le monde de la génétique. S'il n'y avait pas ce partage de données génétiques, si les animaux n'étaient pas évalués, s'ils n'étaient pas tous évalués, on ne pourrait pas faire un choix, on ne pourrait pas s'améliorer, améliorer certains critères de performance. Mais tout ça, en fait, vous parlez beaucoup de données, etc., mais ça n'a pas un coût de stocker cette donnée, de la structurer ? Alors nous, chez OKPK, on travaille particulièrement en fait au partage de données. Donc l'enjeu, en fait, il est où aujourd'hui, en fait, en l'espace de 2 ans, on a produit plus de données que tout le reste de l'humanité. Donc en fait, nous, on considère que chez OKP4, c'est pas en gardant en fait ces données stockées chez soi, qu'elles vont générer, on va dire, une valeur. Il faut que justement ces organisations, au vu des volumes de données qu'elles génèrent, qu'elles puissent justement passer d'un centre de coût à un centre de profit. Et pour OKP4, nous, c'est vrai que ça passe particulièrement en fait par le partage de données. Donc là, on a parlé du coût, mais ce que je ne comprends pas, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des acteurs en France ? Est-ce qu'il y a un frein au développement de ces acteurs, un frein dans le monde agricole pour partager ces deux données ? Je ne sais pas, Héloïse, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, du coup, c'est vrai qu'on pourrait croire, avec tous ces beaux enjeux, pourquoi on ne le fait pas plus ? Pourquoi la donnée, elle circule pas librement entre tout le monde ? Je pense qu'un des premiers points, c'est une question de confiance entre les acteurs. Souvent, il y a un peu un mythe en mode ma donnée, elle va permettre à cette personne-là de gagner beaucoup d'argent.
Il faut savoir qu'une donnée toute seule, si elle n'est pas croisée, si on n'a pas un volume important, une donnée seule aura peu de valeur. La valeur, elle se crée vraiment si on a un volume important et qu'on peut la croiser, même parfois entre filières. Donc je pense que la confiance, c'est un point clé qui va permettre, si on a un cadre, on en parlera je pense un peu plus après, si on crée le bon cadre de confiance pour échanger ces données, ça permet de ne pas avoir peur de ce que va faire l'autre et justement de chacun travailler sur cette donnée à sa manière et d'innover. Mais tout ça, c'est pas fastidieux? Je sais pas, Naël, comment arriver à structurer et à lever ces freins Alors, déjà, il faut reconnaître que le monde agricole, les agriculteurs, à la base, n'aiment pas faire de la saisie informatique. Mais quand on regarde, nous, dans notre environnement quotidien, quand on est salarié, saisir des notes de frais, ce n'est pas une passion. C'est quelque chose de contraignant. Les salariés n'aiment pas faire ça. Il faut les relancer. Il faut râler pour que ça soit saisi. Et pourtant, dans le partage de la donnée au sein de l'entreprise, c'est essentiel parce que sinon, on n'aura pas de compta, pas de remboursement. Donc, pour l'agriculture, le frein est assez similaire. Déjà, on débute souvent sous l'angle de la contrainte. On peut en citer des exemples. L'angle de la contrainte, plan de fumure prévisionnel, cahier de fertilisation. En production végétale, c'est aussi les registres phyto. On a une identification bovine pour les naissances. Donc, on commence souvent par une nécessité. La contrainte fait loi. Et du coup, on débute par ce côté-là. Alors, effectivement, ça permet de structurer aussi. Ce frein qui est loin d'être négligeable est vraiment un frein, on va en reparler après, sur lequel on va peut-être pouvoir s'appuyer. Pour autant, il faut, la première étape est vraiment de travailler sur ces freins-là, les identifier efficacement pour pouvoir structurer la suite des démarches autour des enjeux de partage de données. C'est-à-dire quelles sont les contraintes dans ma filière. Je prends les exemples de filières sur de l'appro, sur des filières CRC, par exemple en blé, ou d'autres types de filières avec de la grande distribution. Souvent, on a des exigences. Donc, on structure autour de ces exigences. On voit comment on va faciliter et fluidifier ça. Et après, on voit comment on construit des opportunités. Donc, il faut y aller par étapes. Et effectivement, l'étape 1, malheureusement, c'est quand même l'étape de la contrainte. La contrainte, la saisie. Et après, comment on analyse ces données, comment on les structure et on permet de sortir quelque chose qui est utile pour les agriculteurs et pour les filières. Oui, là, le côté utile sur cette contrainte sera une sorte de petit carotte pour l'agriculteur ou pour la filière ou pour le client final ou même la personne de l'amont aussi qui peut être intéressée dans ces mises en forme de données qui est l'identification des marges de progrès. Quand on dit identification des marges de progrès, c'est on établit une situation A, on en est où là, par exemple, en prix d'équilibre sur les cultures en production végétale, ça me coûte 200 € tonne avec l'augmentation, 230 avec l'augmentation des coûts des engrais. Mais si je change ma rotation, si je change d'action, si je passe en transition agroécologique, j'aurai peut-être un peu plus de résilience et moins de dépendance aux engrais. Donc on peut s'appuyer là-dessus et sur cette identification de marge de progrès par rapport aux autres agriculteurs de mon cercle qui ont accepté aussi de partager la donnée. Sur cette contrainte, on a bâti, par exemple, une identification de comment produire à moins cher pour la même qualité. Donc si j'ai compris, la donnée, on peut aussi d'un côté d'avoir un tiers de confiance, de la certifier, etc. D'un autre côté, on peut l'analyser et tout ça, il faut pouvoir en sortir quelque chose. Donc c'est beaucoup de données à analyser. Donc Lucas, comment on fait ? Alors, moi, je vais juste revenir rapidement sur les freins. C'est vrai qu'on remarque aujourd'hui, on parle de volume de données, hein, tout de suite on parle big data. On remarque aujourd'hui qu'il y a 86% des entreprises qui souhaitent utiliser le big data à court terme et qu'en parallèle, on remarque qu'il y a 70% des entreprises qui ont mis le pied dedans, qui enregistrent des performances financières beaucoup plus importantes que la concurrence. Donc, on voit qu'il y a vraiment en fait un intérêt et une dynamique sur la gestion de la donnée et sur le volume de données. Mais en parallèle, en fait, plus on va parler
parler big data, plus on va parler volume de données. Et il y a un paradoxe qui arrive, c'est le paradoxe du big data. Et c'est que plus on va avoir des données à gérer, plus il va être complexe de les gérer pour un être humain. Ça amène une grosse complexité. Donc ça, on remarque que c'est vraiment un réel frein justement pour l'exploitation des données. Et deuxième point que a déjà à parler Héloïse un peu plus tôt, c'est les notions de gouvernance et de confiance qui sont de réels freins aujourd'hui au partage de données parce qu'on souhaite garder un avantage concurrentiel sur sa concurrence. On pense que sa base de données a une valeur, sauf que justement, c'est quand on va confronter, qu'on vient agréger un ensemble de ces données-là, qu'on va apporter une valeur et qu'on va justement, comme je disais au préalable, passer d'un centre de coût à un centre de profit. Moi, je suis agriculteur, par exemple. Je serai en mesure de donner ma donnée, d'assurer qu'elle a été tracée, que j'étais l'initiateur de cette petite partie, de cette parcelle de données. Et demain, qu'est-ce que je vais récupérer en fait? Je donne la donnée et comment ça revient? Je ne sais pas, Naël. Alors, ça peut revenir de plusieurs manières. Avec OKP4, justement, on a un programme européen qui s'appelle CROP, qui est financé par l'Agence spatiale européenne et le CNES. L'intérêt est de créer des liens entre des données qui sont non relationnelles. C'est-à-dire, je mets un tout petit quelque chose sur mon exploitation, je partage une information sur ma rotation, sur mon assolement, sur mon plan de fumure, sur les données en production végétale ou en animale. Et grâce à des outils innovants de partage, je sais tracer la contribution de ma donnée. Donc, je peux avoir une récompense ou une rétribution, un retour qui ne serait pas forcément un retour financier, mais un retour de service, un retour d'information, un retour de... Pas que voir un tableau comparatif, mais déjà tracer qu'est-ce qui a créé de la valeur, donc être rétribué là-dessus. Donc tracer qui en a créé, et aussi créer des liens entre des données qui ne sont pas analysées aujourd'hui. C'est-à-dire on a des couches d'informations cartographiques, et avec ça on peut créer des liens directs, faciles pour identifier une marge de progrès, et surtout qu'un conseiller prenne conscience de cette complexité avec quelque chose de visuel, de cartographique, et avec finalement une analyse de données historiques sur 12 ans, sur 5 millions de parcelles. Quand on l'imagine, 5 millions de parcelles, 12 ans, 11 départements, finalement, quand on le projette, ça devient beaucoup plus simple. Et pour ça, il faut passer par ce côté de cette connexion de ce qui n'est pas connecté. Donc ça veut dire qu'il faut créer un écosystème qui permet d'avoir la donnée qui est à peu près normalisée, standardisée, quels que soient les... Alors un écosystème, oui, mais même si elle n'est pas normalisée ou standardisée, on peut créer des passerelles avec ces nouvelles technos, justement. Ne serait-ce que par un SIRET, une identification géographique ou un traçage, et sans filer le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire on ne donne pas toute la donnée, on donne juste l'accès à la connaissance avec ce type de techno. On ne file pas tout son package avec. Ce n'est pas la clé USB et pouf, c'est parti. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur justement les freins au partage de données. Là, justement, l'incitation, on parlait d'incitation au niveau des agriculteurs. On est typiquement dans l'alignement des intérêts. C'est fait partie un des 3 freins en fait au partage de données. L'alignement des intérêts. Il faut qu'on aligne les intérêts pour partager des données. Il faut qu'on soit tous d'accord. Et en fait, il y a 3 types d'incitations. On a des incitations qui peuvent être techniques, où on va apporter justement des éléments techniques qui vont lui permettre d'améliorer par exemple sa production, d'améliorer ses rendements, etc. On a des notions d'incitation sociale, où on va par exemple faire du scoring partagé, où je vais pouvoir me comparer avec les agriculteurs qui sont sur mes territoires, la coopérative qui est sur le territoire ou autre. Et la dernière incitation, c'est l'incitation économique. Et là, on va mettre en place des mécanismes économiques pour justement aligner les intérêts et que tout le monde retrouve, on va dire, son intérêt à mettre à disposition ces données. Donc là, maintenant, on est capable de les structurer. C'est quoi les solutions aujourd'hui qui existent autour de nous ? Alors, pour continuer, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle partage de données, on va souvent penser à infrastructure technique avec la mise en place de, pour un peu de jargon technique, mais mise en place de data lake, de data warehouse. On va venir centraliser la donnée, la mettre au même endroit en se disant, si je la mets au même endroit, je vais réussir à la partager, ça va être beaucoup plus simple. En fait, il s'avère dans le secteur agricole, mais également dans d'autres secteurs, que le problème vient pas forcément de là. Il y a vraiment une notion de gouvernance à appréhender avant de vouloir partager des données. C'est OK, j'ai envie de partager mes données, mais comment j'ai envie de le faire? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on parle d'incitation technique, sociale et économique? Et en fait, il y a toutes ces notions de gouvernance à mettre en place, et ensuite un apport de solutions techniques. Et nous, chez OKP4, on travaille vraiment sur ces notions de gouvernance, de comment je souhaite partager des données pour ensuite appliquer l'infrastructure technique qui va le permettre. Et toi,
Oui. J'efface. Justement, j'allais rebondir sur ce que disait Lucas. Nous, dans ce monde, dans cette gouvernance et dans cette organisation, en fait, chez FAST, et du coup via notre produit Agatha Consent, on va apporter une des briques pour faire partie, on va dire, de l'écosystème technologique. Cette brique, c'est la gestion de consentement, qui va permettre en fait de matérialiser l'accord d'un des acteurs de cet écosystème. Alors souvent, le producteur initial de la donnée, souvent c'est sur les exploitations qu'elle est produite, la donnée, donc c'est l'agriculteur. Ensuite, ce détenteur de la donnée, il va changer tout au long de la chaîne de valeur, parce que quand la donnée va être croisée, enrichie, elle va changer de propriété. Donc nous, on est là en fait pour proposer un système qui permet de matérialiser cet accord. Du coup, on parlait confiance, de rétablir de la confiance entre tout le monde. On donne un cadre qui d'ailleurs aussi est fait par la réglementation. La réglementation bouge beaucoup sur ces sujets d'encadrement des échanges de données. On connaît tous l'encadrement des données personnelles. Sur les données professionnelles, ça bouge énormément aussi. Il y a des nouvelles réglementations qui vont se mettre en œuvre dès septembre 2023, qui vont obliger en fait à avoir le même type d'exigence sur les données professionnelles que sur les données personnelles. Du coup, nous, voilà, on va permettre de matérialiser l'accord et quand il y aura un échange de données, de vérifier que le consentement est bien présent pour qu'on puisse faire cet échange de données. Donc ça va faciliter la confiance pour échanger entre des acteurs qui peuvent être assez différents. On parlait de plus-value aussi tout à l'heure. Un de nos premiers utilisateurs, c'est un projet dans le Grand Est qui s'appelle Harmonie. Un de leurs cas d'usage, ça s'appelle le camion sain. C'est en fait des acteurs qui se sont mis ensemble, qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Et entre le sanitaire, les éleveurs, les acheteurs, ça va permettre de vérifier qu'il n'y a pas d'animaux malades au fur et à mesure du ramassage des animaux sur une tournée. Avant, la donnée, elle n'était pas forcément présente, en tout cas, elle n'était pas assez fraîche pour être sûr que l'animal soit bien pas malade. Et du coup, grâce à ce cas d'usage, grâce aussi à la brique de gestion de consentement qui est utilisée, et à cet échange entre acteurs qui ne se parlaient pas forcément avant, on répond à une contrainte qui est de ne pas contaminer tous les animaux d'un même camion. Donc on améliore la transparence de la donnée sur toute la supply chain. Exactement. Et chez FarmLeap, on arrive sur la dernière brique, ou en amont. Pardon ? Et donc on arrive en amont, en amont de la donnée, Oui, alors jusqu'à l'aval. effectivement, on a surtout sur la plateforme une capacité à créer des interfaces et des systèmes, une plateforme agile en fait qui va aller connecter leurs données qu'ils ont déjà utilisées dans leurs outils de gestion parcellaire, par exemple FMIS, ou d'autres outils qu'ils utilisent au quotidien, comme pour la contrainte réglementaire des colzas durables, donc qui est déployé aujourd'hui sur plus de 700 000 hectares et 430 coopératives et négoces en France. Donc c'est assez massif le volume de données qu'on peut collecter par ce biais-là. Et grâce à ça, on peut rajouter les informations manquantes qui peuvent là créer de la valeur. Une fois qu'on a ces notions d'assolement, de durabilité, potentiellement d'HVE, voire de carbone, on peut plus facilement faire, par exemple, des prix d'équilibre, aller identifier quelle est sa performance économique, simuler la performance économique d'une nouvelle rotation, d'un nouvel assolement, et pouvoir décider aussi si on se lance dans une transition ou une nouvelle culture avec sa coopérative, avec son négoce, avec ses partenaires. Donc toujours dans ce lien de facilitateur de lien entre l'agriculteur et ses partenaires. Je pense que là, on arrive sur la fin. Merci surtout pour vos témoignages. Est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée? Des gens qui voudraient poser une question sur l'impact de la data, Pas plus que ça. Donc, Il y a quand même d'autres éléments, notamment qu'on peut rajouter. C'est André Gide qui disait que l'art naît sous la contrainte. Et du coup, nous, on a du bol en agriculture, on en a plein quand même. Donc finalement, on va pouvoir créer pas mal de choses avec la donnée, parce qu'on a des contraintes réglementaires et on peut s'en servir comme d'un marchepied essentiel. Tu parlais de l'animal tout à l'heure. Finalement, c'est né de la contrainte de déclarer les boucles, les notifications et les naissances. Je promets, ça ne les a pas fait marrer au début, d'avoir à le faire, la notification, les déclarations de naissance, les bouclages sur les ovins et tout. Par contre, maintenant, on a une base de données, mais elle est formidable pour travailler. Idem, la contrainte réglementaire phyto, ferti, semences et plantes fumures en végétal, c'est une donnée où on sait ce qui se passe sur les parcelles. Donc là, on va pouvoir commencer enfin à faire parler ces données, à modéliser.
Le risque qu'on a, c'est qu'on ne soit pas assez intelligent collectivement. Alors, on l'a écrit sur le truc, l'intelligence collective, mais ce n'est pas que pour ça. Le risque qu'on a, c'est qu'on n'accepte pas justement ce partage de données et qu'on n'arrive pas à créer cette valeur en se disant « Oh là là, mon Dieu, il faut les protéger ». La réglementation le dit en plus, c'est que ça doit être vraiment important. Il faut vraiment les protéger, les verrouiller. Non, le gros risque, c'est qu'on ne les partage pas assez, qu'on ne bâtisse pas dessus. Or, là, on a vraiment une opportunité formidable parce qu'on a un gisement, mais on n'a pas tapé dedans encore. Bah moi, je te rejoins complètement. Et en fait, il y a des initiatives gouvernementales en plus qui mettent de plus en plus de données à disposition. On parle d'open data, de registres parcellaires graphiques, de bases agrès, de bases sirènes. Et en fait, toutes ces données qui sont mises à disposition, on va dire gracieusement par le gouvernement, aujourd'hui, si on vient les agréger justement avec la donnée venant de logiciels de gestion, la donnée venant d'IoT, etc., eh bien, on arrivera à répondre à des enjeux sur lesquels aujourd'hui l'agriculture est encore en train de se pencher. Et nous, au KP4, ben, on croit vraiment que le partage, c'est demain en fait, et il faut qu'on puisse, tout en préservant notre souveraineté, partager nos données pour qu'on puisse répondre demain à des enjeux qui sont forts, et en particulier sur l'agriculture. Et pour compléter avec un exemple encore sur l'élevage, c'est vrai que ce lien entre réglementaire, enfin cette première étape de réglementaire qui ensuite amène d'autres cas d'usage, c'est le cas, on le voit bien nous dans le monde, je parlais de la génétique tout à l'heure. Dans le cadre d'une rénovation d'une base de données, notre client a mis en place la gestion de consentement, déjà parce que ça lui permet d'être en accord avec la réglementation qui va bientôt sortir. Et en plus, le but, au fond, c'est aussi d'ouvrir cette base de données plus qu'elle ne l'était avant. C'est-à-dire qu'on a des utilisateurs historiques. Le but, c'est qu'il y ait aussi des startups, des utilisateurs innovants qui puissent venir chercher des données, mais dans un cadre. C'est vrai que si on disait juste, on ouvre la base à n'importe qui, ça ne marcherait pas. Alors que si on dit, on a la gestion de consentement, on a un tiers de confiance qui permet de vérifier que tout est en accord avec le consentement de l'éleveur, et ça permet à tout le monde d'autoriser, on va dire, ces acteurs un peu innovants qui ne font pas partie de ce monde actuellement. On pourrait poser la question à l'Assemblée aussi, Cédric, je pense, qui travaille finalement avec des agriculteurs et doit collecter de la donnée des agriculteurs dans l'Assemblée? Levez la main ceux qui doivent collecter de la donnée auprès des agriculteurs. Dénoncez-vous. Si c'est facile. C'est facile d'aller chercher les agriculteurs, d'aller la donner. C'est un bonheur, t'as vu? On aime ça, hein, c'est vraiment simple. Donc vous voyez, il y a cette notion de facilitation. Après, est-ce que vous pensez que vous allez développer votre business model ou vos business models avec les données des agriculteurs et que vous allez pouvoir leur reverser de la valeur si vous travaillez la donnée de l'agriculteur? Donc, cet enjeu de reverser de la valeur et d'être transparent, comme tu disais, c'est un enjeu fort et il faut pas. On a le marchepied réglementaire, on peut s'en servir, mais il faut aussi leur promettre une vision, quoi. Peut-être sortir le fait aujourd'hui j'ai des données, mais si je les partage à d'autres, on peut tous gagner. On peut gagner en recherche, on peut gagner en rapidité, on partage d'expérience en fait. Donc je pense que l'idée c'est d'arriver à passer au-dessus. C'est ma donnée, ouais, mais si tu la partages, tu en récupéreras peut-être 100 fois plus. Donc, et surtout toute seule, elle ne vaut pas grand-chose en soi. Écoute. Et elle coûte. Exactement. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux 3 experts et intervenants. Et puis on dit à bientôt. Et si vous avez des questions, on est sur le stand du co-farming juste à côté. Juste en face avec le gros camion, gros tracteur.